Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Je dois céder la priorité à droite à la prochaine intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, encore une fois, les questions de priorité à droite, à coup sûr, tu auras cette question lors de l'examen officiel du code de la route. C'est une question récurrente qui tombe souvent et parfois même, il y a plusieurs questions de priorité à droite dans un même test officiel. Parfois 2, parfois 3, parfois même 4. Alors, comme c'est une question qui est importante, on va tout voir sur la priorité à droite. Comme ça, tu sauras tout sur cette notion. Alors, deux cas va se présenter à toi. Le cas où tu devras la priorité à droite et le cas où c'est toi qui auras la priorité sur les véhicules venant de droite. Alors, tout d'abord, parlons des cas où tu devras céder la priorité à droite. Le premier cas, c'est quand tu abordes une intersection sans aucune signalisation. Il y a zéro signalisation. Donc, s'il n'y a pas de signalisation, c'est le véhicule qui est à ta droite qui est au prioritaire et tu devras donc lui céder la priorité à droite. Le deuxième cas, c'est s'il y a ce panneau, ce fameux panneau. Ce panneau indique que tu dois céder la priorité au véhicule venant de droite. Donc là, on vient de voir la part où tu n'as pas la priorité. Voyons donc maintenant quand est-ce que tu as la priorité. Alors, plusieurs cas existent. On va aborder les trois principaux. Alors, tout d'abord, si tu rencontres ce panneau t'indique que c'est toi qui es au prioritaire seulement à la prochaine intersection. Ensuite, si tu rencontres ce panneau, c'est un panneau de priorité qui t'indique que tu es prioritaire à toutes les intersections que tu vas rencontrer. Et ensuite, il y a un troisième cas très important et que vous oubliez souvent. Le troisième cas où tu es prioritaire, c'est le cas où un véhicule sort d'une voie privée. Alors, une voie privée, c'est un appartement, c'est une maison, c'est un immeuble, c'est le parking d'un centre commercial, c'est un commerce. Voilà. Si un véhicule sort d'une voie privée, tu n'as pas à lui céder la priorité, même s'il vient de droite. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas dans la rue, il est dans un endroit privé. Et en général, comment savoir qu'un véhicule sort d'une voie privée ? En regardant le trottoir. S'il y a un bateau, ça c'est ce qu'on appelle un bateau, c'est-à-dire un affaissement de trottoir. Alors on appelle ça un bateau parce que ça a la forme d'un bateau vu de profil. Si tu vois qu'il y a un bateau sur le trottoir, ça veut dire que c'est une voie privée. Et donc tu n'as pas à céder le passage à un véhicule qui sort d'une voie privée. Alors, vu que c'est une question importante, on va faire aussi un petit récapitulatif. Tout d'abord, les cas où tu dois céder la priorité. Tu dois céder la priorité si tu abordes une intersection sans aucune signalisation ou alors si tu as le panneau priorité à droite. Concernant les cas où tu as la priorité, on a 3 cas. Tout d'abord, le cas où si tu vois ce panneau qui t'indique que tu es prioritaire à la prochaine intersection, si tu rencontres ce panneau qui indique que tu es prioritaire à toutes les intersections que tu vas rencontrer, ou alors si un véhicule sort d'une voie privée.
Donc ici, pour répondre à la question, je dois céder la priorité à droite à la prochaine intersection. Bah oui, pourquoi? Bah tout simplement parce que on a le panneau priorité à droite. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 2. Dans un tunnel, la distance de sécurité peut être estimée via les diodes. Réponse A, bleu. Réponse B, orange. Alors, tout d'abord, c'est quoi la distance de sécurité? La distance de sécurité est la distance minimale réglementaire entre deux véhicules. Elle correspond à la distance parcourue en 2 secondes à la vitesse considérée. Dans un tunnel, les diodes bleues vont t'aider à estimer la distance de sécurité. Elle correspond à 2 diodes bleues. Si tu veux savoir à quoi correspondent les diodes orange, je t'incite fortement à aller dans la plateforme pédagogique en lien dans la description. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 3. L'acuité visuelle binoculaire minimale requise pour la conduite est de 5 dixièmes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, tout d'abord, c'est quoi l'acuité visuelle? Donc, l'acuité visuelle, c'est la capacité à voir un objet à une certaine distance. Tu sais, c'est le test que tu passes chez l'ophtalmologue, où il te demande de lire des lettres de plus en plus petites. Donc, après ce test, il te donne ta note, c'est-à-dire ton acuité visuelle. L'acuité visuelle minimale requise est de 5 dixièmes pour les 2 yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si dans un œil tu as 2 dixièmes et sur l'autre tu as 8 dixièmes, alors tu as 5 dixièmes d'acuité visuelle. Et tu es apte à conduire. Sache que cette acuité visuelle, elle est calculée en prenant en compte le fait que tu as une correction ou non. Donc, elle est comptée avec le fait que tu portes des lunettes ou non. Alors, il y a une petite exception. C'est l'exception qui confirme la règle. Il y a une petite exception. Qu'est-ce qui se passe quand je perds un œil? Ça peut arriver, perdre un œil. Alors, si tu perds un œil, tu pourras avoir une dérogation au cas par cas si l'autre œil a au moins 5 dixièmes d'acuité visuelle. Par contre, si tu perds un œil et que l'autre œil, l'œil restant, a une acuité visuelle inférieure à 5 dixièmes, alors c'est ce qu'on appelle une incompatibilité. Tu ne pourras plus jamais conduire. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 4. Je peux effectuer un arrêt juste devant le passage piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il faut savoir que le stationnement et l'arrêt sur un passage piéton est interdit et c'est sanctionné par une contravention de 4e classe, donc une amende de 135 €. Alors, tu vas me dire, oui, mais là, la question, c'est juste devant le passage piéton.
Eh ben, c'est la même chose. C'est-à-dire que si tu te gares 5 mètres en amont d'un passage piéton, c'est considéré comme un arrêt ou un stationnement sur un passage piéton. Alors, il faut aussi savoir que si tu n'es pas présent lors de la constatation de l'infraction, ton véhicule peut aussi être amené en fourrière, donc être immobilisé. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 5. La voie de droite est réservée aux bus et aux cyclistes. Oui, réponse A. Non. Réponse B. Alors ici, plusieurs choses. Déjà, on va remarquer le marquage au sol. Donc, à droite, qu'est-ce qu'on a ? On voit que la voie de droite, elle est délimitée par des lignes épaisses discontinues qui caractérisent donc une voie réservée. Que dit le marquage au sol ? Le marquage au sol dit que cette voie est réservée aux bus, vous voyez, c'est écrit bus, et aux vélos. Il y a un petit vélo qui est dessiné. En plus de ça, regardez maintenant la signalisation verticale. Donc, on a un panneau ici d'obligation, donc bleu, rond sur fond bleu, panneau d'obligation qui indique aux bus qu'ils sont obligés de prendre cette voie réservée pour circuler sur cette rue. En plus de ça, en dessous de ce panneau, on a un panonceau qui précise le panneau. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand on a un panonceau ? Il précise le panneau qu'il y a au-dessus. Vous vous souvenez, lors de préséance. Et donc ici, on a une précision, il y a un vélo qui est dessiné, et en fait qui indique que les vélos sont autorisés à rouler sur la voie de bus. La voie de droite est réservée aux bus et aux cyclistes. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 6. Je peux transporter un chargement sur le toit de mon véhicule. Oui, réponse A. Non. Réponse B. Alors oui, tu peux transporter un chargement sur le toit de ton véhicule, mais il y a des conditions. Tout d'abord, il y a des conditions de dimension. C'est-à-dire, le chargement, déjà, ne doit pas dépasser l'aplomb avant du véhicule. Concernant la partie arrière, le chargement peut dépasser de 3 mètres l'aplomb arrière de ton véhicule. Par contre, si le chargement dépasse 1 mètre à l'arrière, alors tu devras positionner une signalisation adéquate, réfléchissante. Concernant la largeur, le chargement ne doit pas dépasser 2,55 m. Ensuite, il y a aussi une condition de charge. Tu dois vérifier que ton poids total à charge ne dépasse pas le poids total à charge constructeur. Pour ça, il faut que tu ailles dans ton certificat d'immatriculation et tu regardes la rubrique F2. Attention, c'est pas fini. Il faut aussi que tu t'assures que tes roues puissent reprendre ces charges. Pour ça, c'est très simple. Il faut que tu ailles regarder sur le flanc de ta roue. Donc sur le flanc de ta roue, tu auras ce qu'on appelle un indice de charge. Ici par exemple, l'indice de charge, c'est 87. Une fois que tu as ce chiffre, il faudra que tu ailles dans le tableau d'indice de charge pour savoir à quelle masse elle correspond. Donc ici, 87 correspond à une charge maximale de 545 kg pour cette roue. Donc, pour répondre à la question, est-ce que je peux transporter un chargement sur le toit de mon véhicule ? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 7. Dans cette situation, réponse A,
je m'arrête. Réponse B, je passe. Alors là, on peut voir, on est dans une rue à double sens de circulation et la voiture d'en face passe. Alors, on voit que c'est la voiture d'en face qui rencontre l'obstacle, c'est-à-dire les voitures garées. Donc, tu devrais me dire, normalement, c'est moi qui ai la priorité, je passe. Oui, mais en fait, non, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors, on va juste revoir les règles de priorité. Alors, dans une rue à double sens de circulation, c'est le véhicule qui rencontre l'obstacle qui doit céder le passage au véhicule en face. Par exemple, ici, la voiture blanche rencontre une voiture garée, à droite, jaune. Donc, elle doit laisser la priorité à la voiture rouge. Cependant, si la voiture blanche est déjà engagée, alors, dans ce cas-ci, c'est à nous de nous arrêter pour éviter justement l'accident et le contact avec la voiture qui vient de face. Donc ici, dans ce contexte, je m'arrête. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 8. La distance de sécurité est la distance minimale réglementaire entre deux véhicules. Oui, réponse A, non, réponse B. À 80 km/h, elle est de réponse C, 48 mètres, réponse D, 24 mètres. La distance de sécurité, c'est bien la distance minimale réglementaire entre deux véhicules. Elle correspond à la distance parcourue pendant 2 secondes. À 80 km/h, cette distance est de 48 mètres. Alors comment on la calcule? C'est très simple. On prend le chiffre des dizaines, ici le 8, on la multiplie par 3, donc 3 fois 8, 24, et on la remultiplie par 2. Donc 24 fois 2, 48. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Si vous avez du mal avec le calcul de la distance de sécurité, je vous conseille vivement d'aller dans la formation. Question numéro 9. Je sors de mon stationnement. Je dois, réponse A, contrôler derrière moi seulement. Réponse B, contrôler devant et derrière moi. Réponse C, contrôler les angles morts. Alors ici, dans ce contexte, on a une voiture qui veut sortir de son stationnement, qui est un stationnement en créneau. Vous remarquerez que c'est une rue à double sens de circulation. On a devant nous une voiture, et si vous regardez le rétro gauche, on a une voiture aussi derrière nous. Alors, comment faire pour sortir d'un stationnement en créneau ? Tout d'abord, on va regarder ce qui se passe devant nous. Vous allez me dire, en fait, c'est pas si important ça, ce qui se passe devant nous, puisqu'on va rester sur notre fil. Oui, mais il peut se passer plein de choses devant nous. Par exemple, il peut y avoir une voiture en sens inverse qui en double une autre. Ou par exemple, il peut y avoir juste devant nous une personne qui souhaite traverser la rue. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder notre rétroviseur
intérieur. Pourquoi? Tout simplement, afin de savoir s'il n'y a pas une autre voiture derrière nous qui est garée et qui souhaite elle aussi sortir de son stationnement. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder notre rétro extérieur. Une fois qu'il n'y aura plus personne sur le rétro, on fera notre contrôle d'angle mort, puis on mettra notre clignotant, et là, on pourra sortir dans notre stationnement. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 10. Le motard est en train d'effectuer un virage à gauche. Son corps se déplace donc vers réponse A, à gauche, réponse B, à droite. Alors, ici, effectivement, le motard est en train d'effectuer un virage à gauche, à sa gauche, donc notre droite. Donc, son corps, lorsqu'il va s'incliner, son corps va automatiquement se déplacer ou se pencher vers la gauche. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 11. La consommation de cannabis entraîne une baisse de la vigilance. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme le montre le document de la formation, la consommation de cannabis va avoir plusieurs effets, notamment bien sûr donc la baisse de la vigilance, mais également la diminution des facultés visuelles, une mauvaise coordination et aussi un état de somnolence avancée. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 12. Au péage, je choisis ma voie en fonction de mon moyen de paiement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, avant d'arriver à un péage, on a souvent donc un panneau d'indication bleu qui nous indique les moyens de paiement. Alors, à savoir qu'il y a plusieurs moyens de paiement. Donc ici, je vous ai mis tous les panneaux indiquant les différents moyens de paiement. Donc on va pas y revenir aujourd'hui parce que ce serait trop long et c'est pas la question. Mais vous allez pouvoir connaître la signification de ces panneaux dans la formation. Ici, dans le panneau qui nous est indiqué pour cette question, tout à gauche, on aura le droit à des voies en télépéage. Au milieu, on aura droit à des voies pour paiement par carte bancaire. Et à droite, pour paiement en liquide. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 13. Pour réduire la pollution, je me déplace avec réponse A, un vélo, réponse B, une trottinette électrique, réponse C, une moto à moteur thermique. Alors, lorsque tu te déplaces avec des moyens de transport qui respectent l'environnement, c'est ce qu'on appelle l'écomobilité. Alors, l'écomobilité, ça comprend quoi comme moyen de transport? Tout ce qui va être vélo, trottinette électrique,
mais également transport en commun, l'utilisation de l'écopartage et du covoiturage. Alors, les motos à moteur thermique, en plus, eux, ne participent pas du tout à l'écomobilité. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et B. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 14. Si un usager vient de la droite, réponse A, je passe. Réponse B, je cède le passage. Alors, ça on l'a vu plusieurs fois, que ce soit dans les vidéos YouTube ou dans le cours de la formation. Donc ici, on a affaire à une intersection, d'accord, où il n'y a pas de signalisation. Il n'y a ni une signalisation horizontale, ni une signalisation verticale. Dans ce cas-là, le régime de priorité est celui de la priorité à droite. Donc, je dois céder le passage au véhicule venant de droite, s'il y en a, bien sûr. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 15. Ce véhicule est équipé du système de surveillance de l'angle mort. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, déjà, c'est quoi le système de surveillance de l'angle mort? C'est une aide à la conduite qui va permettre au véhicule de repérer automatiquement tous les autres usagers de la route qui se trouvent sur ton angle mort. Quand il y aura un véhicule sur ton angle mort, il y aura un petit pictogramme qui s'allumera pour te prévenir. Ici, comme on voit sur la photo, sur le rétroviseur, il y a un petit pictogramme qui montre que ce véhicule est bien équipé de ce système. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 16. La présentation du permis de conduire lors d'un contrôle de police est obligatoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, plusieurs documents sont obligatoires à bord du véhicule et donc lors d'un contrôle de police. Tout d'abord, vous avez le permis de conduire. Ensuite, vous avez une preuve du contrôle technique. Ça peut être soit la vignette que vous collez sur le certificat d'immatriculation ou la vignette sur le pare-brise. Et enfin, le certificat d'immatriculation. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous vont dire « Ah, bah, t'as oublié quelque chose, hein, et l'assurance alors ?» Alors, non, l'assurance n'est pas obligatoire lors d'un contrôle de police depuis avril 2024. Donc, pour en savoir plus, je vous conseille d'aller dans la formation. Donc ici, est-ce que la présentation du permis de conduire est obligatoire lors d'un contrôle de police? La bonne réponse est la réponse A. Sais-tu que Mon Code de la Route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record.
c'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessibles sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 17. Dans cette situation, je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je fais un appel de feu stop. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ici, tu vois bien qu'il y a donc la voiture grise devant nous qui s'insère inopinément sur notre voie. Et regarde bien, il a mis son clignotant droit. Derrière nous, il y a aussi une voiture qui nous colle. Hein. On sait qu'elle nous colle parce que on voit pas ses roues. Dans ce cas-là, effectivement, la voiture de devant s'insère inopinément, donc je ralentis. Aussi, ce qui est judicieux de faire, c'est de faire ce qu'on appelle des feux stop. Alors, c'est quoi un appel de feu stop? C'est comme des appels de feu de route, mais pour l'arrière. En fait, les appels de feu stop vont permettre en fait de communiquer avec le véhicule qu'il y a derrière toi en faisant des appels de feu stop. Alors, c'est quoi un appel de feu stop? Quand tu freines, ça va allumer les feux stop arrière. Hein? Donc voilà, là tu freines, ça va allumer les feux stop arrière. Et si tu freines à plusieurs reprises, ça va faire des appels de feu stop. Et ça va prévenir la voiture derrière toi qu'il se passe quelque chose, qu'il y a un danger. Lequel, il ne sait pas, mais il sait qu'il y a quelque chose. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 18. Je peux rouler avec ce véhicule? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il faut que tu saches que la plaque d'immatriculation doit être visible. Dans ce cas-là, la plaque, elle n'est pas visible. Donc, tu peux être sanctionné pour carte d'immatriculation illisible. Ça, c'est une amende, c'est une contravention de 4e classe et une amende de 135 € sans retrait de points. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 19. Question numéro 8. Je peux m'arrêter au niveau de la station de bus? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, vous devez savoir que le stationnement et l'arrêt sont strictement interdits au niveau d'une station de bus. Donc, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 20. J'utilise le GPS. Je dois pas regarder l'écran, mais écouter les consignes. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors effectivement, lorsqu'on utilise un GPS pour se guider, on ne doit jamais regarder l'écran, mais plutôt écouter les consignes du GPS. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 21. Question numéro 29. Sur cette route, je suis prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, bon, c'est une question assez facile. On peut voir ici le panneau de priorité qui vous indique que vous êtes prioritaire sur cette route, peu importe les intersections, jusqu'à voir le panneau de fin de priorité. Donc la bonne réponse à cette question est la réponse A. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 22. J'appelle les urgences en composant le 112. Oui, réponse A, non, réponse B. Je suis géolocalisé avec cet appel. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, en fait, le 112, c'est un numéro d'urgence européen. Donc il est valable partout en Union européenne. Il est gratuit et en plus de ça, lorsque vous appelez le 112, vous êtes directement géolocalisé. Donc les bonnes réponses ici vont être les réponses A et C. Question numéro 23. La vitesse maximale autorisée pour un poids lourd est de réponse A 130 km/h, réponse B 90 km/h. Alors, les poids lourds doivent répondre à des réglementations spécifiques en termes de poids, en termes de dimension, mais également en termes de vitesse. Donc, un poids lourd ne pourra jamais aller au-dessus de 90 km/h. Et ce, peu importe le type de route. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 24. Dans cette situation, la vitesse maximale autorisée est de A 80 km/h, B 50 km/h, C 130 km/h. Ici, comme vous le voyez, on est dans une route à double sens, hors agglomération. Et on peut le voir parce que, n'oubliez pas, comme d'habitude, on regarde à gauche. Et à gauche, qu'est-ce qu'on voit? On voit des lignes de rive. Donc ici, lorsqu'on regarde le tableau des vitesses maximales autorisées selon les routes, on peut voir que la vitesse maximale autorisée ici est de 80 km/h. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 25. Fumer au volant réduit la vigilance. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, cette question peut paraître bête, mais en fait, toute activité au volant va réduire votre vigilance, que ce soit fumer, que ce soit manger, que ce soit boire, que ce soit aussi discuter. Donc, effectivement, toute activité au volant va réduire votre vigilance. Donc, fumer également. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 26. Cette commande active les clignotants. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, cette question donc fait partie du thème la mécanique et les équipements. C'est un thème que vous maîtrisez pas trop. Faut dire aussi que bon, maintenant on a un examen qui a été modifié depuis 2023 dans ce qu'on appelle la nouvelle réforme. Donc, vous allez avoir de plus en plus de questions sur les équipements du véhicule et aussi sur la mécanique du véhicule. Comment fonctionnent les véhicules. Pour ça, je vous recommande vraiment de vous former. Nous, on a mis en place une formation pour tous les budgets et pour tous les besoins. On a vraiment voulu que tout le monde puisse se former. Donc, ça part de... Vous pouvez vous former à partir de 9,90 €. Donc, pour 9,90 €, bah, vous avez pendant une semaine, bah, vous avez tous les cours pédagogiques, vous avez tous les exercices d'entraînement par thème, vous avez le droit à plus de 30 examens officiels avec plus de 1200 questions, avec tous les commentaires, tous les corrigés détaillés, les fiches pédagogiques. Bon, ça, c'est pour, disons, c'est le premier prix. C'est le premier prix. Alors, cette formule-là, elle va être plus, pour les personnes qui ont déjà passé le code, qui ont déjà passé le code et qui ont besoin en fait d'une remise à niveau. Ensuite, on a la formation standard. Celle-ci, elle est à 19,90 €. Et celle-ci, elle est valable 1 an en illimité. Et pareil, hein, vous avez tous les cours pédagogiques, tous les exercices, tous les examens officiels, les fiches pédagogiques. Tu auras le droit aussi à un suivi personnalisé pour voir ta progression. Il y aura une équipe qui répondra aussi également à tes questions. Et cette formule, elle sera en accès illimité pendant 1 an. Alors ça, cette formule, elle va plus être dédiée aux personnes qui n'ont jamais passé le code. Voilà. On a aussi pensé aux personnes qui doivent passer leur code très rapidement. Donc on a mis en place une formule qui te permet d'avoir ton code en 10 jours. Donc, cette formule, elle est un peu différente dans le sens où on aura des modules pédagogiques spécifiques accélérés, donc avec des fiches mémotechniques, des cours condensés avec l'essentiel du contenu pédagogique, des exercices spécifiques d'entraînement et aussi un calendrier d'apprentissage qui est personnalisé sur 10 jours. Bien sûr, tu auras le droit aussi à tous les cours pédagogiques, les examens officiels, le suivi personnalisé. Et cette formule, elle sera disponible en accès limité pendant 1 an. À savoir que cette formule est remboursée à 100% si tu échoues ton examen. T'as juste à envoyer en fait ta preuve d'échec par mail et tu seras remboursé automatiquement. Ensuite, on a une dernière formule, ça c'est la formule premium. Alors la formule premium, c'est la formule standard, plus 45 minutes de coaching avec un enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Alors ça, c'est plus pour les personnes plutôt qui viennent d'arriver en France et qui ont besoin de leur permis et qui n'y savent rien. Par exemple, qui ne savent pas qu'il y a plusieurs manières de percer son permis. Il y a la conduite AAC, donc la conduite anticipée, qu'on appelle aussi conduite accompagnée. Il y a la conduite encadrée, il y a la conduite supervisée. Enfin voilà, on leur explique, on vous explique vraiment toutes les sortes de permis que vous pouvez passer. On vous explique aussi, par exemple, tout ce qui est financement. Hein,
selon votre situation, vous avez des organismes de financement qui peuvent vous payer, soit en totalité, soit partiellement, votre permis de conduire. Et donc, voilà. Donc, cette formule, en général, elle est dédiée aux personnes qui viennent d'arriver en France et qui ont besoin de leur permis. Et qui ne savent pas réellement comment faire. Donc voilà, donc vraiment, il y en a pour tous les prix et surtout, il y en a pour tous les besoins. Parce que tout le monde n'a pas la même situation. Donc je vous encourage vraiment à vous former, que ce soit chez nous ou autre part. En plus, c'est vraiment pas très cher. Je vous conseille vraiment de vous former. Ça vous évitera de rater votre code pour 1 ou 2 points futiles et de redépenser 30 €, redépenser du temps, reprendre un rendez-vous pour repercer votre code. Alors ici, la réponse à la question, c'est la réponse A. Effectivement, cette commande active les clignotants. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 27. Étant de nuit, il est préférable de faire un appel lumineux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, on arrive à un stop dans une agglomération, certes de nuit, mais éclairée. Donc il est totalement inutile de faire un appel lumineux. Ici, tout le monde vous voit. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 28. En ville, il est plus rapide d'effectuer un petit trajet à pied qu'en voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ça peut paraître étrange, mais effectivement, en ville, il sera beaucoup plus rapide d'effectuer un petit trajet en marchant ou en vélo plutôt qu'en utilisant votre voiture. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 29. Je roule à 127 km/h sur autoroute. Réponse A. Je dépasse les 2 poids lourds en une seule fois. Réponse B. Je me rabats entre les 2 poids lourds. Alors, ici, question très intéressante également. Alors, là, je roule à 127 km/h. Il faut bien comprendre, en tout cas, il faut que vous sachiez que la vitesse maximale autorisée pour un poids lourd sur autoroute est de 90 km/h. Il ne peut pas rouler plus vite. Il n'a pas le droit. Alors, ici, étant donné que je roule à 127 km/h, je vais être obligé de dépasser ces deux camions. Il y a 40 km/h de différence entre nous et le poids lourd. Donc on va devoir les dépasser quoi qu'il arrive. Donc la question qui se pose entre la question A et B, c'est est-ce qu'on les dépasse d'un coup ou est-ce qu'on se rabat après avoir dépassé le premier poids lourd? Là, c'est très simple. Regardez, on peut voir que derrière le camion blanc, on a une ligne de rive entière. Et que juste à côté de nous, enfin le camion le plus proche de nous à droite, on voit qu'il vient juste de passer sa ligne de rive. Donc
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si moi je les dépasse et que je me mets entre les deux camions, je ne vais pas pouvoir respecter ma propre distance de sécurité parce qu'il n'y aura pas de ligne de rive qui va me séparer du camion qu'il y a devant moi. Donc effectivement, ici, je dépasse les deux camions en une seule fois pour respecter la distance de sécurité. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 30. Je ralentis. Réponse A, pour contrer la force centrifuge. Réponse B, pour garder le contrôle du véhicule. Réponse C, pour respecter les panneaux uniquement. Alors là, on rentre dans une trajectoire courbe. Donc effectivement, on va ralentir pour contrer la force centrifuge afin de garder le contrôle du véhicule et pas seulement pour respecter les panneaux. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et B. Question numéro 31. Je fais descendre les enfants du côté trottoir. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors là, c'est une question vraiment très simple et très logique. Effectivement, on fait descendre les enfants toujours du côté trottoir pour des raisons de sécurité. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 32. Ce marquage au sol annonce A. Une réduction de voie. B. Une ligne continue. Alors, petite question piège. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque la flèche de rabattement est située sur la ligne axiale, pointillée, alors elle annonce une ligne continue. À ne pas confondre avec une réduction de voie, où là la flèche, elle sera décalée. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 33. À bord du véhicule, le compteur kilométrique est réponse A, facultatif, réponse B, obligatoire. Alors effectivement, le compteur kilométrique est obligatoire à bord d'un véhicule et il faut qu'il soit en état de marche. Dans le cas contraire, c'est une contravention de 3e classe et une amende de 68 €. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 34. Je marque l'arrêt avant le passage piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors cette question, il me semble qu'on l'a déjà vu même dans ce test-ci qu'on est en train de faire. Donc ici, on a un passage piéton qui n'est pas régulé par une signalisation lumineuse. Donc, ceux qui sont prioritaires, c'est les piétons.
Donc ici, je dois m'arrêter et laisser passer les piétons. Sinon, c'est un déni de priorité. 6 points en moins, 135 € d'amende. La bonne réponse est la réponse A. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 35. Dans cette situation, je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'engage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors là, on est dans une situation, on est sur une rue à double sens. Donc on voit une voiture blanche en feu de détresse et derrière une Twingo qui la dépasse. Alors je sais, vous allez me dire, mais la Twingo n'a pas le droit de dépasser la voiture blanche en détresse parce que c'est une rue à double sens et que moi je suis dans l'autre sens et que c'est une situation dangereuse. Oui, c'est vrai, mais c'est des situations qui se passent en situation réelle. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? Surtout, on ne klaxonne pas. Pourquoi? Parce qu'on est en agglomération et qu'il est interdit de klaxonner en agglomération sauf danger imminent. Sauf danger imminent. Et ici, c'est pas un danger imminent parce qu'on peut tout simplement s'arrêter, laisser passer la voiture qui dépasse et ensuite reprendre son chemin. Donc ici, bien sûr, je ne m'engage pas, je laisse la voiture dépasser la voiture en feu de détresse et ensuite, je continuerai mon chemin. Donc, les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Question numéro 36. Le système e-call s'active automatiquement après un choc. Oui, réponse A, non, réponse B. Permet de prévenir un centre d'appel d'urgence. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, le système e-call peut s'enclencher automatiquement après un choc grâce à un détecteur de choc qu'il y a dans votre véhicule. Vous pouvez aussi l'activer manuellement en appuyant dessus. Ce que va faire le système e-call, c'est qu'il va appeler par lui-même donc un centre d'appel d'urgence et il va également vous géolocaliser. Donc, les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 37. Ce panneau indique un emplacement ou une aire de stationnement dédiée au covoiturage. Oui, réponse A, non, réponse B. Eh ben oui, ce panneau indique bien un emplacement ou une aire de stationnement dédiée au covoiturage. À ne pas confondre avec le panneau d'écopartage. Pour connaître la différence entre l'écopartage et le covoiturage, je vous incite fortement à aller dans la formation. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 38. J'arrive sur un virage dangereux. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, tu vois ici ces petites valises, c'est ce qu'on appelle des balises à chevrons qui indiquent donc un virage dangereux.
Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 39. Le port de la ceinture n'est pas obligatoire pour les femmes enceintes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le port de la ceinture de sécurité dans un véhicule est obligatoire pour tout le monde, même les femmes enceintes. Alors, il y a quelques exceptions. Entre autres, vous pouvez être exempté via un certificat médical. Vous pouvez ne pas mettre la ceinture si vous êtes par exemple taxi ou si vous avez un véhicule de livraison de porte à porte. Bon, il y a d'autres types d'exemptions qu'on ne va pas voir ici, mais à part certains cas, vous êtes obligé de porter votre ceinture de sécurité. La bonne réponse ici est la réponse B. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, hein, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code? Bah, c'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, hein, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça ne veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux, par exemple, qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que
vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Allez, on reprend la série. Question numéro 40. Je laisse le piéton passer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, vous voyez qu'il n'y a pas de passage piéton. Il n'y a pas de passage piéton et le piéton n'est pas sur la voie. Donc, aucune raison de laisser passer le piéton. De plus, il y a un véhicule derrière. Vous voyez, dans le rétro, il y a un véhicule rouge. Ce véhicule rouge, peut-être qu'il n'a pas vu le piéton. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si vous vous arrêtez pour laisser passer le piéton, le véhicule rouge, lui, il va avoir une incompréhension, il va pas savoir pourquoi vous vous arrêtez, et lui, il va accélérer. Et il risque d'entrer en collision avec le piéton. Donc ici, je ne laisse pas passer le piéton. La bonne réponse est la réponse B. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.